Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Elodie Wanang. Je suis freelance en user experience et en stratégie produit et fondatrice de Creasica. Cela fait maintenant plus de 8 ans que je travaille dans la tech sur des sujets d'évolution produit, d'expérience utilisateur. Et je suis si heureuse d'être ici parce que ce thème, oser prendre sa place dans la tech, me parle profondément. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, il y a 1 an, je connaissais très bien mon métier. Mais ici, dans un écosystème très jeune, souvent dominé par des hommes, il a fallu oser. Oser me présenter comme experte, oser défendre mes convictions, oser parler de design, de stratégie produit dans des espaces où j'étais souvent la seule femme. Et en 1 an, j'ai réussi à m'imposer sur ce marché. Non pas en forçant, mais en prouvant que la compétence, la rigueur et la vision n'ont pas de genre. Parce que c'est ça aussi, oser prendre sa place dans la tech. Ce n'est pas attendre qu'on nous la donne. C'est affirmer sa légitimité, même quand personne ne la valide encore. C'est s'autoriser à occuper des sujets techniques, stratégiques, à diriger, enseigner et inspirer. Et surtout, c'est comprendre qu'en osant, on ouvre la porte à d'autres femmes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de 3 femmes qui incarnent parfaitement cette audace. Sophie Tal, Growth Manager chez La Ruche Health, qui fait le pont entre santé, innovation et inclusion féminine, notamment via son engagement à Abidjan Tech. Veuillez l'applaudir. Africanotech aussi, veuillez l'applaudir. Nous avons aussi la chance d'être accompagnés de Haïfa Daoud, fondatrice de Loki, qui prouve que la réalité augmentée et l'intelligence artificielle ne sont pas réservées qu'à un genre. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Et Gisèle Eoura, présidente de Girl Up Côte d'Ivoire, qui forme et inspire les jeunes filles à rejoindre les métiers du numérique. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Ensemble, on va parler de parcours, de confiance, de posture et d'audace, mais surtout de ce que cela signifie concrètement, oser prendre sa place dans la tech. Et on commence tout de suite en apprenant un peu plus du parcours de Sophie, qui, comme je vous l'ai dit, est Growth Manager à La Ruche Health. Donc, Sophie, on commence par toi. Okay. Tu as commencé par un parcours en ingénierie de la santé avant de passer au digital. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de connecter la santé et la technologie? Ok. Merci beaucoup, Elodie, pour cette question et bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme tu l'as très bien dit, Elodie, c'est vrai que moi, initialement, je suis pas du tout issue des technologies. J'ai un parcours scientifique, purement scientifique. J'ai fait des études de biologie. Et pour donner un peu de contexte, rapidement, donc moi, je suis née, j'ai grandi en France et j'ai baigné toute ma vie, on va dire, dans un environnement médical. En fait, ma mère est infirmière. Enfin, maintenant, elle est retraitée, mais elle a été infirmière pendant 35 ans. Et on va dire qu'elle savait pas forcément laisser le travail à la maison. Donc, à chaque fois, à la maison, on parlait de malades, de maladies, ce qui se passait à l'hôpital. Ce qui fait que, finalement, j'ai toujours été touchée par ces problématiques-là, comment aider les personnes à trouver un bon médecin, comment se soigner. Chez moi, il y a des médicaments un peu partout. Et j'ai toujours aussi été sensibilisée par le fait que je voyais beaucoup de ma famille qui était en Afrique, donc au Congo et au Sénégal, mes 2 pays d'origine, avaient la nécessité de voyager pour se faire soigner en France. Et c'était souvent ma mère qui faisait le pont entre du coup le Sénégal, le Congo et la France. Et donc depuis petite, j'ai identifié comme un gap pour ce qui concerne l'accès à la santé en Afrique. Et naturellement, je pense que je me suis dirigée vers des études scientifiques au départ. Donc j'ai fait des études de biologie appliquées, on va dire, aux sciences du vivant. Donc dans tout ce qui était pharmaceutique. Et j'ai évolué pendant 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé plutôt sur des postes de marketing, commercialisation. Et pour des grands groupes. Et donc, entre-temps, je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup été sur le terrain. J'ai échangé avec pas mal de médecins dans le cadre de mon travail. Et à chaque fois, il y a toujours les mêmes problématiques qui revenaient. Donc, les médecins me disaient que les problèmes qu'ils avaient au quotidien, au-delà du manque d'infrastructures, c'était le fait qu'il y avait beaucoup de patients qu'ils ne revoyaient pas. Ils appelaient ça les patients perdus de vue. Pourtant, c'est des patients qui souffraient de pathologies chroniques. Et ils expliquaient ça comment? Ils expliquaient ça, par le fait que en Côte d'Ivoire, il y a il y a pas très peu de médecins. Il y a des médecins, mais pas assez comparé à la population. Et la plupart sont quand même concentrés à Abidjan. Donc, il y en a qui habitent, par exemple, en région et qui, pour se soigner, doivent payer le transport, déjà, la prise en charge et les médicaments. Et ça, c'est pas accessible à tous.
Et face à ce constat, je me suis quand même interrogée parce que il y avait beaucoup de médecins qui m'ont relevé ça. Et je me suis dit, mais finalement, il n'y a pas assez de médecins. C'est pas demain la veille qu'on va en former plus parce que ça a aussi un coût. Qu'est-ce qui ferait que demain, un médecin, au lieu de voir, par exemple, par jour 20 patients, il pourrait en voir beaucoup plus et sans avoir à se déplacer. Et c'est vraiment là que j'ai identifié la technologie comme un levier pour pouvoir, on va dire, diminuer ce gap d'accès à la santé. Et encore une fois, du coup, cette fois, j'ai été frappée par ce manque d'accès à la santé que j'avais déjà observé beaucoup plus jeune. Donc, c'est vraiment par le constat terrain, par vraiment les retours que j'ai pu avoir de mon entourage, de mon environnement, en lisant vraiment mon environnement, que j'ai identifié la tech comme un véritable levier pour l'équité à l'accès à la santé. Ok, et c'est vraiment aussi ce qui t'anime aujourd'hui en tant que growth manager chez Irish Health, c'est ce qui t'a poussé aussi à rejoindre cette entreprise, Exactement. cette mission-là. C'est D'accord. ça. Ok, super. Et tu es aussi cofondatrice d'Abidjanese in Tech, donc un réseau de femmes professionnelles dans le digital. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à la création de ce collectif et quel impact concret as-tu pu déjà observer depuis sa création? Petite rectification. Ah, ouais. Alors, je suis pas cofondatrice D'accord. de Abidjanese in Tech, African Tech. Moi, je dis toujours que c'est Andrea le cerveau et nous, on fait tout ce qu'on peut pour exécuter sa vision. Après, c'est vrai que je suis dans l'équipe fondatrice. Oui, dans l'équipe fondatrice. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Okay. Et pourquoi, du coup, j'ai rejoint Abidjanese in Tech. Donc, si on revient à l'histoire que j'ai racontée précédemment, donc, je voulais travailler dans la tech, avoir l'impact à ma manière. Mais bon, finalement, j'avais étudié que les sciences, la biologie, etc. Donc, pour la tech, c'était compliqué quand même de m'imposer. Donc, j'ai décidé, merci, de trouver un moyen de me former parce que finalement, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai cherché des informations un peu partout, là où je pouvais en trouver. Et donc, j'ai rencontré Andrea dans ce cadre-là qui m'a parlé d'Abidjanese in Tech qui était à cette époque-là une page Instagram. Ah oui. Oui, c'était au début. Donc, elle commençait, mais elle avait déjà la vision. Elle m'a parlé du projet et tout de suite, j'ai été séduite. Vraiment, j'ai adoré l'idée parce que on avait vraiment remarqué ces gaps-là. Il y avait différents profils de femmes. Il y avait des femmes qui étaient déjà dans le secteur des technologies et qui s'y sentaient seules, qui s'y sentaient sous-représentées. Il y avait des femmes qui étaient déjà, on va dire, bien implantées dans le secteur de la tech et qui avaient cette ambition de transmettre. Et il y avait aussi ces profils un peu comme moi, des tech curious, si on peut dire ça comme ça, qui avaient quand même l'envie d'en apprendre, d'appartenir à une communauté et de pouvoir évoluer ensemble. Et avec ces différents profils de femmes, finalement, on a vu qu'on avait besoin de créer une safe place. Pas qu'avec les hommes ce soit pas safe, c'est pas ça le sens, c'est plutôt de créer une plateforme d'échange et de création d'opportunités pour les femmes. Et c'est dans ce sens-là que de la page Instagram qui a été créée du coup en 2023, on est passé à un groupe WhatsApp avec plus de 350 femmes en Côte d'Ivoire et aujourd'hui à 700 femmes en Afrique francophone. Donc c'est une belle réussite, je pense qu'on peut l'applaudir. Super, merci beaucoup Sophie. On va en apprendre un peu plus maintenant sur Haïfa. Donc Haïfa, tu diriges Loki, une entreprise qui combine réalité augmentée, métaverse et relation client. Comment est née cette idée de mettre la tech au service de l'expérience client? Bonsoir à tous. Je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous. Surtout que c'est un public d'étudiants, donc c'est toujours important de partager son expérience. Alors Loki est né en 2019. À la base, moi, j'ai toujours été intéressée par la tech depuis très jeune, sauf que j'ai fait des études en relations internationales, diplomatie. Je vais pas dire qu'ils ne m'ont pas servi parce qu'aujourd'hui, vu mon métier, c'est des sujets qui me servent beaucoup. Donc, quand on parle d'éthique IA, alors j'ai créé Loki, qui est une agence de marketing technologique. Donc, on est dans tout ce qui est réalité augmentée, métavers, expérience client. À la base, c'était pour beaucoup, la technologie, c'est réservé qu'à des experts. Et moi, j'avais envie de montrer que grâce à cet outil, qui n'est pas juste, c'est pas juste des gadgets, on pouvait raconter des histoires pour les marques, mais créer des histoires et des expériences mémorables. Et aujourd'hui, après, depuis 2019, le chemin, il a été long, mais il n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je suis contente. C'est vrai que en termes de RA, pour le moment, je pense qu'on est encore les seuls. En termes d'IA, il y en a pas mal, mais grâce à mon métier,
je suis devenue formatrice. Aujourd'hui, je suis contente. J'ai formé plus de 3000 jeunes. Ça continue tout le temps. Et c'est vrai que quand on crée son entreprise, c'est jamais simple. Parce que on pense qu'on va révolutionner le monde, hein. On a la technologie, on se dit voilà, j'ai la solution, ça va cartonner. Et l'illusion, elle retombe très très vite parce que on se rend compte que il y a pas de clients. Sauf qu'on doit faire entrer de l'argent et on connaît personne parce que moi j'étais à la base même institutrice, j'avais personne dans la tech et j'ai rencontré Andrea. Et c'est vrai que ça a commencé par une page Instagram. On était à peine une centaine, hein. Et donc, j'ai rencontré des femmes dans la tech, des femmes qui m'ont poussée, qui m'ont poussée à m'affirmer, à prendre ma place. Parce que c'est vrai qu'on a le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais qui suis-je moi pour aller parler à un directeur du marketing, proposer mes solutions? Pourquoi il va me prendre moi et ne pas prendre une entreprise qui est déjà en place? Et c'est là que des femmes extraordinaires vous poussent à aller de l'avant. Et je suis fière parce qu'aujourd'hui je suis secrétaire générale des Abidjanaises InTech. Le parcours il a été long, mais comme quoi tout est possible. Ouais, c'est clair. Et justement, alors tu disais qu'avant tu étais institutrice avant de commencer, et donc tout de suite tu as souhaité créer ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment te dire que sur un sujet aussi technique, que ce soit la métaverse ou la réalité augmentée, ou même aujourd'hui l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'a fait te dire que tout de suite tu serais directrice et pas forcément membre d'une équipe qui travaille ces sujets-là, que tout de suite t'allais créer ton entreprise? Alors on se le dit pas tout de suite, pas du tout, parce que on se dit pas tout de suite je vais être directrice de mon entreprise. Et l'entreprise à la base, moi je l'ai commencé, j'étais que moi. Voilà. Donc non, ça vient, je pense que ça vient petit à petit, surtout que c'est des sujets très techniques. Oui. Donc il y a une chose qu'il faut pas oublier, on se forme. Et j'ai dû me former. Il y avait pas, par exemple, pour l'IA, moi je suis très intéressée IA et créativité à la base, il y avait pas de formateur sur la Côte d'Ivoire. On parle quand même de 2022, 2023. Moi je veux me former. C'est vrai qu'on dit oui, maintenant allez sur YouTube, Google, vous avez tout. Mais quand vous voulez atteindre un sommet d'expertise, il vous faut quelqu'un. Il faut un formateur et j'ai pu me former en France. Après, pareil, je me suis intéressée à l'éthique. Quand on parle d'éthique et IA, c'est un sujet quand même qui est très technique, qui est lourd aussi de conséquences. Et pareil, j'ai dû encore me former. Et jusqu'à présent, je me forme encore. Donc, j'ai pas forcément le poste, je vais dire, de directrice parce que je coordonne pas mal de choses. Je me vois plutôt comme un chef d'orchestre. Parce que c'est vrai que même, par exemple, sur des projets digitaux, j'ai des développeurs web, on a un site à faire, on a ceci à faire. C'est moi qui vais être un peu le tremplin entre le client et l'équipe dev. Parce que c'est vrai que les devs, ils n'ont rien de marketing, Même pour parler à des clients, c'est une catastrophe. Donc, c'est un peu moi le chef d'orchestre sur la question. Ok, très bien. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, mais on y reviendra juste après. Merci Aïfa. On va du coup essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, Babel. Babel, excuse-moi. Gisèle Eoura. Eoura ou Gisèle, qu'est-ce que tu préfères? Eoura, d'accord. Alors, dans une interview que j'ai pu lire, tu dis que ta conviction et ton engagement vient de ta conviction que tout savoir doit être transmis. Et du coup, j'aimerais comprendre d'où te vient vraiment cet engagement. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui ont organisé cette activité. Donc, il y a 3 ans de cela, en fait, j'ai participé à un camp STEM qu'on appelle WASAL, qui signifie le Women in Science. Et le camp devait se faire au Maroc avec des Américains, 30 filles américaines, 30 Marocaines avec 30 filles ivoiriennes. Donc, c'était vraiment après une sélection rude. Donc, après avoir été sélectionné, on devait partir au Maroc. Cependant, ça se trouvait pendant le coronavirus. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu faire le camp au Maroc. Du coup, on a fait le camp en fait en ligne. Et lors de ce camp, j'étais plutôt du genre de fille qui vraiment manquait de confiance en elle, qui ne se sentait pas légitime de faire certaines choses. Même pendant le camp, je ne me sentais pas légitime d'être capable. Je disais que je n'avais pas les compétences nécessaires d'être dans le camp et que d'autres filles devaient être sélectionnées à fond. Et pendant le camp, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur de parler à défaut.
a peur, par exemple, d'être jugée par rapport à ce que j'avais dit, si je devais faire des erreurs, parce que le cours se faisait en fait en anglais. Et vu mon anglais de terminale, donc il y a pas de anglais, vu mon anglais de terminale bizarre, avec des Américaines qui parlent vraiment comme si c'était, je sais pas, de la magie, et non seulement tu dois t'assurer de comprendre en fait ce qu'elles disent, et puis il y a tout un processus par rapport, par exemple, à quelqu'un qui est déjà dans le domaine qui comprend bien l'anglais. Et donc j'étais seulement derrière mon écran, je ne même pas ouvrir ma caméra parce que j'avais peur, parce que je me disais que je n'étais pas à la hauteur. Ah mais celle-là, elle s'exprime trop bien. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Je ne vaux rien. Et à force de penser ça, vers la fin du camp, j'ai vu en fait des sœurs ivoiriennes, parce que peut-être comme je me dis, je suis ivoirienne, je suis peut-être pas à la hauteur des Américains. J'ai vu mes sœurs ivoiriennes parler, ouvrir leur caméra, dire quelque chose et s'imposer, faire entendre leur voix. Je me suis dit alors, si elle le peut, alors moi aussi je le peux. Et au sortir de ce temps-là, j'ai décidé de déposer mes problèmes de confiance en moi. Et j'ai décidé de prendre ma vie en main et de dire que c'est moi qui dois construire cette vie-là. Je n'ai pas à la comparer à d'autres personnes. Si je ne me décide pas, je ne vais pas la faire. Et donc, puisque j'ai appris, ça m'a servi. J'ai donc décidé de partager, parce que si ça m'a servi, je sais aussi qu'il y a plusieurs autres jeunes filles en Côte d'Ivoire qui peut-être ont des problèmes de confiance en soi, qui peut-être se minimisent aussi, un peu comme moi à l'époque. Donc depuis ce jour, je me suis portée comme une ambassadrice de vie. Ouais, bravo. Ouais. Ouais, c'est très inspirant, merci pour ce partage. Et donc, comme tu le disais, aujourd'hui, tu formes des filles à coder, à s'exprimer et à prendre confiance en elles. Est-ce que tu pourrais nous raconter une transformation marquante que tu as vue chez une des participantes? Bon, il y en a plusieurs, les transformations. Mais si je dois prendre l'exemple, je vais pas peut-être rentrer dans les transformations telles que non, j'avais peur de m'abandonner austère et aujourd'hui je le fais, mais je vais plus m'accentuer par exemple sur les transformations humaines. Voilà. Parce que avant de faire tout ce qu'on a à faire, avant de coller, avant d'être, peu importe ce qu'on doit être, on doit se rendre compte d'abord de qui on est, de nos compétences, de nos capacités, et de savoir que oui, notre voix compte. Donc je vais prendre un exemple de ce genre. J'avais une activité en début d'année qui portait sur la santé mentale et on avait invité des psychologues en fait avec la riche F, avec Bien-être Santé. Et à la sortie de l'activité, en fait, j'ai une fille qui m'a approchée et qui m'a dit merci Eva parce que grâce à votre activité, j'avais décidé de me suicider mais je ne veux plus le faire. Moi, je pense que ce genre de transformation, c'est vraiment plus que ce qu'on peut réaliser techniquement. Bien sûr. Et donc, je voudrais partager ça pour dire que ça m'a rendu fière de voir qu'à cause d'un simple panel, à cause du fait que des femmes soient venues donner des conseils, quelqu'un qui voulait se susciter a arrêté de se susciter. Donc, c'est ça que je veux partager. Oui, très inspirant. Ton témoignage, je pense, nous touche tous. Et alors, c'est très intéressant dans ton parcours et ce que tu fais, c'est qu'à la fois, effectivement, tu aides à acquérir des compétences techniques, mais tu aides aussi sur le plan mental. Et donc, est-ce que dans les formations que tu donnes, la préparation mentale est toujours primordiale? D'abord, on prépare mentalement, notamment potentiellement à aussi prendre sa place, et c'est dans un deuxième temps qu'on acquiert des compétences techniques. Ça se passe Parce que comme je le pense, avant de vendre un produit, avant de vous vendre, il faudrait que vous connaissiez la valeur de ce produit. Il faudrait que vous connaissiez votre valeur avant de vendre un produit. Donc, c'est un peu ça. D'accord, oui. Donc, oui, donc c'est une transformation, on va dire un peu 360. Mais merci beaucoup et merci pour ce que tu fais. Je le découvre en t'écoutant. C'est super. Et oui, autre point, parce que tu fais pas que ça. Aujourd'hui, tu coordonnes aussi des projets tech chez Studio Stekoya. Comment arrives-tu à relier vraiment ton engagement associatif, qui te prend, j'imagine, beaucoup de temps, et ce parcours professionnel que tu te construis aussi? D'accord. Merci pour la question. Comme je l'ai dit, certes, je forme, mais aussi, je permets aux autres filles de prendre des initiatives. Aujourd'hui, à Gallup, je ne suis pas trop impliquée, parce que j'ai fait de sorte à ce que toutes les filles aient quelque chose à faire. Toutes les filles se sentent impliquées et qu'elles prennent des initiatives. Si, par exemple, on a une formation sur la robotique à faire, à défaut d'être peut-être la PCO de l'activité qui doit vous coordonner, je délègue en fait, mais je désigne des personnes qui se chargent de cette activité-là. Et moi personnellement, ça m'aide parce que ça me donne encore le temps de gérer en fait le travail avec madame. Et j'ai eu une bonne façon aussi, donc ça aide. Ok. Oui, après, je pense que ton engagement social aussi aide beaucoup à te donner quelques facilités sûrement.
On va passer du coup à une autre partie sur plus les défis que les différentes femmes ont pu avoir. Donc là, c'est une question un peu plus transverse. Bon, Ben n'a pas pu venir, mais donc je te la pose, Aïfa. On dit souvent que les femmes sont la garantie morale du monde. Tolstoï disait « Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde ». Et un humoriste français ajoutait avec humour « Si les femmes dirigeaient le monde, il n'y aurait pas de guerre, juste des pays qui se font la gueule ». Quand je vois vos parcours, je vois que, et ton parcours en particulier, je vois que tu as souhaité vraiment apporter une dimension éthique à ton expertise, donc notamment l'intelligence artificielle. Et à mon sens, on retrouve vraiment cette idée-là d'amener plus de responsabilité, d'humanité dans des technologies qui vont profondément transformer nos vies. Aujourd'hui, je suis face à toi. Vraiment, qu'est-ce que ça a représenté pour toi d'obtenir cette certification éthique en intelligence artificielle? Alors, l'éthique, déjà quand on parle d'IA générative, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde, toutes les couches de la société, on a tous accès à l'IA, donc dont chat, GPT et autres, et consorts, mais on est tous des consommateurs. Et aujourd'hui, tout le monde dans cette salle, si vous avez un téléphone, vous êtes une donnée numérique. Et malheureusement, comme tout être humain, on utilise l'IA à tort et à travers. Et le rôle de l'éthique, c'est de replacer l'humain au centre. Aujourd'hui, c'est la vigilance. Comment aujourd'hui on va utiliser cette technologie-là, la technologie que vous utilisez, qui est nouvelle ou pas, à quoi elle sert, à qui elle profite. Et c'est ce qui est important. C'est, je vais dire, c'est vraiment d'encadrer ces technologies qu'on voit un peu, encore une fois, comme des gadgets, mais qui peuvent être des armes très puissantes, qui peuvent causer du tort. Et l'éthique, elle est là pour encadrer tout ça. Et je dis toujours qu'il faut une tech responsable. Si on n'a pas de tech responsable, ça va de partout en fait. Et donc c'est ce qui est très important. Bien sûr, merci pour cette réponse. Et donc de manière plus générale, donc je vous pose la question à toutes, quelles ont été vraiment les barrières que vous avez dû surmonter pour au début de votre parcours, que ce soit donc en gros toi dans la technologie mais plus santé, toi il fait en intelligence artificielle et toi aussi dans ton domaine associatif, quelles sont les barrières vraiment que vous avez dû surmonter au début pour tu veux y aller? Je commence. Moi, je vais dire, c'est la légitimité. La légitimité. La légitimité. Et je m'en suis rendu compte, je pense, il y a 2 mois. Ouais, 2 mois, parce que je me suis retrouvée avec un CV, mais bardé de certifications. Et j'ai une dame qui me dit, mais tu pars où avec toutes ces certifications? Tu cherches à prouver quoi? Et je me suis dit, c'est vrai, en fait. J'ai un CV bardé de certifications et je me suis rendu compte que même avec des fois on me présente une des personnes influentes de la tech et tout, je dis non, parce qu'il y a toujours ce problème de légitimité. Est-ce que je suis légitime à parler de tech, à dire que je suis experte IA? Bon, moi j'aime pas ce terme de toute façon, mais je pense que ça c'est un des gros problèmes que tu as eu et qui te poursuit un peu moins aujourd'hui, mais qui te poursuit encore un peu. Moins, oui, parce que des fois, de toute façon, c'est quelque chose qui revient sans cesse au final. Et je pense que c'est la psychologie de tout un chacun. Il y a d'autres femmes qui n'auront pas ce problème. Bien sûr. Il y a des femmes qui auront ce problème, on appelle ça avoir le trouble de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Il y en a d'autres, non, ils l'ont pas. Mais voilà, moi, par exemple, oui, ça peut arriver. Et je me rappelle encore, pour repartir 2020-2021, ma première conférence, c'est Andrea qui m'a jeté sur une conférence. Il y avait plus de 1000 personnes. Je me suis dit, c'est fini. Ta carrière, elle a commencé, elle se termine aujourd'hui. Ok. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est ce problème de légitimité. Merci pour ta transparence. Et Sophie, dis-nous tout, c'est quoi la barrière que tu as eu à traverser ou à... Au niveau des barrières, moi je dirais que c'est la législation. D'accord. La santé, c'est vrai que c'est un secteur assez particulier parce que ça touche quand même à la santé des gens. On peut pas faire n'importe quoi. Totalement. Il y a aussi tout ce qui concerne les données. Bien sûr. Et là, la protection des données est vraiment primordiale parce que c'est vrai que en tant que plateforme de télémédecine, on a quand même beaucoup de données avec nous. Et quand on parle de télémédecine, donc pour ceux qui connaissent peut-être le terme, la télémédecine, c'est tout ce qui est consultation médicale à distance. Autant dans certaines régions du monde, comme en Europe, aux États-Unis ou autres,
c'est plus vraiment une innovation. Les gens utilisent la télémédecine, des applications pour consulter, on va dire, au quotidien. Mais en Afrique, et je parlais que de la Côte d'Ivoire parce que c'est ici qu'on est, c'est quand même assez nouveau. Il y a plusieurs médecins ou même des personnes, quand on leur parle de parler avec un médecin à travers un téléphone, bon, on me regarde comme si on était un peu fou, quoi. C'est comme avant quand on disait on va commander un taxi avec un téléphone ou je vais commander de la nourriture qui va arriver et puis je vais pas voir. Et là, quand on parle de santé, ça fait encore un peu plus peur. Donc, autant nous, on fait quand même ce travail de sensibilisation, enfin moi personnellement, d'expliquer aux personnes ce qu'est la télémédecine, la e-santé. Mais au niveau des lois, ça avance pas aussi vite. Donc, c'est vrai que autant il y a les lois sur la médecine, sur tout ce qui va être les technologies, ça commence à se faire. Mais on est quand même un peu dans une zone de flou, nous, quand on navigue dans cet univers-là. Et c'est vrai que c'est une barrière. Mais moi, j'aime bien dire que derrière chaque zone grise aussi, il y a aussi des opportunités à aller saisir. Et quand c'est pas interdit, ça veut dire qu'on peut quand même y aller Oui. et essayer de faire bouger les lignes dans ce sens-là. Donc, au quotidien, ça facilite pas les choses. Mais je pense qu'il faut s'armer aussi de courage. Et quand on pense qu'on est sur un secteur innovant, il faut pas hésiter à aller faire bouger les portes, aller rencontrer des personnes qui connaissent la loi, qui connaissent la médecine et pourquoi pas être demain ceux qui vont faire évoluer la réglementation. Et donc, du coup, par rapport à la législation qui peut prendre beaucoup plus de temps, ne pas être forcément à jour par rapport aux innovations. Donc, toi, vraiment, ce qui t'a aidé, c'est vraiment le fait d'être déterminé et de persévérer pour faire face aux différentes écoles que tu pouvais... C'est ça, oui. Et le réseau aussi beaucoup, parce que on peut pas dire qu'on va faire changer les choses. J'ai parlé fort. On peut pas dire qu'on va faire changer les choses seul. J'aurais jamais la prétention de dire que c'est moi, Sophie de La Rochelle, qui fait bouger les lignes. Bien sûr. Non, il faut vraiment s'entourer de toutes les parties prenantes. Donc, ça veut dire que sur cette problématique-là, je travaille avec les médecins. Je travaille aussi avec l'administration, exactement. Donc, le ministère de la Santé. Donc, il y a le ministère de la Santé, l'organisme qui rend légal les cliniques. Donc, on est considéré comme des e-cliniques. Et on travaille également avec les autres startups, en fait. Finalement, bon, on aime bien parler de concurrence, mais il faut quand même qu'on puisse être concurrent dans un milieu légal. Donc, moi, mon travail aussi en tant que growth manager, c'est de faire des partenariats stratégiques pour pouvoir faire avancer les choses. J'aime bien dire, même si ça fait bateau, que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et comme on parle d'une vraie problématique, il faut pouvoir y aller tous ensemble pour pouvoir aller répondre à l'urgence qui est de faciliter l'accès aux soins pour des millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore cet accès-là. Très intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Et alors, toi, Eora, bon, tu nous as parlé un petit peu au début de la peur, le fait que tu n'avais pas forcément confiance en toi au début. Mais est-ce qu'il y a une autre barrière que tu as eu à traverser au début, ou même pour te dire que tu allais monter ton association? Tu vois, quelque chose qui vraiment au début te bloquait? Je dirais que c'était moi-même. Ah, c'était toi-même, d'accord. En fait, j'avais à l'époque le syndrome de l'imposteur. Je me rappelle que mon premier discours, c'était au Millennium Challenge Defense au plateau. Et je devais prendre la parole devant plusieurs tables. Et je devais représenter l'association pour parler de ce qu'on faisait. Et tout de suite, c'est vrai que je m'étais préparée, mais je tremblais, j'avais peur. Pourquoi pas? Parce que je n'avais pas travaillé ou je ne savais pas quoi dire. Parce que je me jugeais. Je me disais qu'ils n'allaient pas apprécier ma manière peut-être d'être habillée, ma manière de parler. Et je me minimisais. Et quand j'ai commencé à prendre la parole, je m'attendais carrément à des moqueries ou bien à des mais je me suis rendu compte que au lieu de ça, ils ont commencé à m'applaudir. Tout de suite, je me suis dit, bon, en fait, le plus important, c'est peut-être pas ce que j'ai porté, mais c'est l'importance de ce qu'ils sont de ma bouche. Et donc là, je suis sortie encore plus confiance. Parce que moi, quand je me dis mon problème, c'était moi. Je le fais et je dis non, je n'ai pas besoin de le faire. Ça. Ok, super. Aujourd'hui, vous avez chacune des postes à responsabilité, que ce soit en tant qu'entrepreneur, aussi intrapreneur ou même responsable d'association. Qu'est-ce qui vous a aidé à garder confiance tout au long de votre parcours qui n'était pas facile, à continuer à avancer vers ces postes-là? On va commencer par toi, Eora. Vas-y. D'accord. Donc, il y a 3 points. Premièrement, c'est ma foi en Dieu parce que je suis chrétienne et donc je mets Dieu au centre de tout. Et deuxièmement, c'est mon entourage. J'ai eu la grâce d'être entourée de personnes qui me poussent quotidiennement, d'une bonne famille qui m'assiste dans mes prises de décision
et des amis vraiment qui me motivent. Amen. À part cet aspect, c'est les personnes avec lesquelles je travaille au sein de mon association. Encore par la grâce de Dieu, je travaille avec une formidable équipe. Autant j'ai la vision d'aider plusieurs autres filles à développer leurs compétences, que ce soit en STEM ou en leadership, autant elles aussi, elles ont cette vision-là. Et donc, quand tu te sens entouré de personnes qui partagent la même vision que toi, ça va facilement. Amen. Hein. Et toi, Sophie, dis-nous. Eora a souligné un point très important qui est l'entourage. Et comme on parle à un public de jeunes, en tout cas plus jeunes que moi, je pense que c'est important de le souligner. À chaque étape de sa vie, je pense qu'on peut avoir des fréquentations différentes. On va avoir nos amis peut-être qu'on s'est fait au collège, à l'école primaire, etc. Et quand on grandit, on voit que finalement, peut-être que nos amis qu'on avait juste des amis, d'enfance, on n'a plus forcément les mêmes sortes d'intérêts, même si on les aime toujours, mais on a besoin de s'entourer de personnes avec qui on va partager des valeurs communes et qui peut-être même dans le travail, on va pouvoir s'entraider. Et moi, vraiment, je vais en parler à chaque fois, mais la force du réseau Abidjanese InTech, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je pense vraiment, je peux dire sans en faire trop que s'il n'y avait pas eu Abidjanese InTech, je pense pas que j'aurais passé le cap de sortir de l'industrie pharmaceutique pour me lancer dans la tech. Parce que grâce à ce réseau-là, j'ai pu être soutenue. Déjà, quand j'ai parlé de cette idée-là, personne m'a jugé ou m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que mes amis d'avant, si. Je dis, mais qu'est-ce que tu parles d'entrepreneuriat? Bon, attends, t'as un CDI, reste dedans. Alors que les membres d'Abidjanese Tech m'ont tout de suite soutenu, propulsé, m'ont offert des opportunités et j'ai eu aussi des rôles modèles. Donc, des femmes que j'ai vues finalement qui étaient arrivées et en voyant des femmes, qui font déjà ce dont à quoi vous aspirez, on se dit, pourquoi pas moi finalement? Et le réseau Abidjanese Tech m'a aussi donné, le pouvoir de pouvoir m'adresser à ces femmes-là, savoir comment est-ce qu'elles ont fait, comment elles y sont arrivées et oui, voilà, donc la force du réseau, c'est très important. Et deuxièmement, je dirais aussi la formation pour arriver aussi à ces ambitions. Des fois, on n'a pas forcément tout de suite les armes. Peut-être qu'on a étudié quelque chose, mais en cours de chemin, on voit qu'il nous manque certains éléments. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir acheter des compétences. Avant, c'était peut-être pas le cas, ou même pas acheter, c'est que juste en allant sur Internet, on peut réussir à se former. Donc, si je peux donner un conseil, c'est soyez curieux. Si vous avez des compétences que vous n'avez pas encore aujourd'hui, c'est pas trop tard. Vous avez vu qu'il y a le guide aussi, le guide du numérique, où dedans, vous avez peut-être des références pour pouvoir vous former, des personnes à contacter. Donc, réseau et formation pour moi, dans ce qui m'a aidé à... Merci, très pragmatique. Merci. Merci, Sophie. Aïfa, on continue avec toi. Je vais la rejoindre à Sophie. Moi, je pense que il y a 4 choses. C'est la foi, l'ambition et la conviction. Et c'est vrai que sans Abidjanese InTech, je pense que je peux pas aujourd'hui être devant vous parce que c'est quand même un réseau qui m'a beaucoup, même je vais énormément mis en lumière. Aujourd'hui, je suis présentée comme conférencière, formatrice et sincèrement, des fois, je sais même plus comment me présenter. Et c'est grâce à ce réseau-là parce que j'ai été sur de gros projets. Je pense que j'aurais pas eu accès si j'étais y allée seule. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a beaucoup qui me disent, on croit pas à la sororité, non. Mais je pense que quand on tombe sur la bonne association, il faut quand même y croire parce qu'il y a des femmes qui vous aident à monter, qui vous aident à être là parce que il y a des échecs aussi, tout n'est pas tout rose. Bien sûr. Il y a des échecs, il y a des jours où on se remet en question, où on se sent pas encore légitime et il suffit juste de parler à la personne qui est dans votre domaine qui va tout de suite vous dire pourquoi tu es légitime à faire ça. Et je pense que c'est très important d'avoir cet entourage-là. Merci Aïfa. J'ai une avant-dernière question, mais c'est plus parce qu'on parlait des jeunes femmes et de Abidjanese InTech. Donc moi aussi, je confirme qu'Abidjanese InTech m'a aidé en ce début d'année en termes de visibilité via des événements, notamment celui-ci. Sophie, quelles sont les initiatives que met en place Abidjanese InTech, mais aussi Aïfa, qui est trésorière? Non, secrétaire générale. Secrétaire générale, excuse-moi. Mais quelles sont les initiatives que Abidjanese InTech met à disposition pour justement aider aussi les jeunes femmes à prendre leur place dans la tech? Vu qu'on en a beaucoup parlé, je me dis que ça vaut le coup de le mentionner. Alors, il y a différentes initiatives. La première qu'on a quand même essayé de mettre en place,
qu'on arrive à maintenir tant bien que mal, mais que je pense qu'il y a quand même un impact qui est considérable, c'est premièrement le mentorat, parce que c'est vrai qu'on est en train de créer quelque chose aujourd'hui, un réseau, mais finalement pour que ça perdure dans le temps, il faut que les générations d'après, les jeunes filles après nous puissent prendre le relais et que finalement la place des femmes dans la tech ce soit pas qu'un sujet d'aujourd'hui, mais que ce soit aussi là demain et que limite après-demain on parle même plus de l'inclusion des femmes dans la tech parce que ce serait banal. Donc on a mis en place un programme de mentorat, mentorique, avec une université technologique par exemple à Bassam, où il y avait 25 Abidjanaises Intech qui ont mentoré des étudiantes qui étaient en première ou deuxième année, et on pouvait accompagner du coup ces jeunes filles-là à travers leur parcours professionnel. Donc ça, c'était vraiment un programme de mentorat officiel. Maintenant, on en fait des plus officieux. Par exemple, là, on a un bel exemple avec Girl Up, donc l'association de jeunes femmes avec qui on collabore énormément chaque fois qu'on peut. Et dans le groupe, on a même, dans la communauté Abidjanaise Tech, on a même un sous-groupe qui s'appelle les Pépites. Les pépites, ouais. Donc, c'est les mini Abidjanaise Tech, si on peut dire ça comme ça. Les jeunes filles en qui on croit beaucoup. Et Aura, tu confirmeras si c'est vrai ou pas, mais chaque fois qu'on peut les aider, que ce soit pour des événements, pour des stages, des emplois, on essaye à chaque fois de pouvoir les aider à notre niveau. Donc, oui, premièrement, le mentorat. Et aussi, un autre point qu'il faut pas avoir honte de mentionner, c'est l'accès au financement pour les femmes. Parce que dans la communauté, on a des femmes salariées, des femmes étudiantes, mais on a aussi des femmes entrepreneurs, des dirigeantes de start-up. Et c'est le nerf de la guerre aussi, l'argent pour ces femmes-là qui ont des projets, des ambitions, mais qui n'arrivent pas à trouver de financement. Parce que comme a dit tout à l'heure Haïfa, avec les femmes, il y a vraiment aussi le syndrome de l'imposteur, qu'elles osent moins aller présenter leurs projets pour aller lever des fonds. Et donc, nous, on travaille à ce niveau-là, en faisant des partenariats avec des fonds d'investissement pour pouvoir faciliter l'accès au financement pour ces femmes-là. Donc, tout de suite, là, maintenant, je pense à 2 initiatives. Ok, super. Je vais clôturer. On arrive à la fin de la session. Donc, comme vous avez pu le voir au travers de ces superbes parcours de ces 3 femmes, donc Haïfa à nouveau, Sophie et Eora, oser prendre sa place dans la tech, c'est d'abord une question d'attitude. C'est oser être vu, oser apprendre et oser partager. Et aujourd'hui, grâce à vos parcours, on voit bien que chaque femme qui ose crée de l'espace pour les suivantes. Merci à toutes pour vos différentes interventions et votre participation. Et maintenant, on va prendre les questions. Bonsoir à tous, mon nom c'est Daosh Iris. Je suis une petite Abidjanaise Tech. Ma question c'est de savoir comment vous avez su que c'est votre domaine? Comment vous avez su que vous aimez ce que vous faites? Alors, pour répondre à ce sujet-là, nous avons une autre invitée qui vient d'arriver, et comme elle est dans ce domaine quand même assez complexe, la cybersécurité, il faut qu'elle puisse répondre aussi à cette question. Donc, pour introduire un peu mon métier, je suis hacker éthique et machine learning engineer. Et mon parcours est peut-être un peu plus atypique que ceux de mes collègues. Moi, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Concrètement, j'ai commencé avec la cybersécurité sans savoir que c'était un métier. C'est seulement quand j'ai eu 18 ans que je suis allée passer en fait tous les diplômes en candidature libre, donc tous les masters en candidature libre, et c'est parce que dans la région francophone, on nous demande d'avoir un diplôme. C'est juste pour ça que j'ai passé les diplômes. Voilà. Et ensuite, je me suis perfectionnée avec le terrain et j'en ai fait mon métier, et donc j'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine. J'en ai perdu aussi plusieurs boîtes dans le domaine, mais ça c'est un autre sujet. Et pour répondre à la question, je dirais que c'est lorsqu'on se sent soi-même qu'on sait que c'est le métier qu'il faut qu'on fasse. Le fait est que dans mon cas, je peux rester sans dormir pendant 24 heures. Ça ne me gêne absolument pas parce que c'est quelque chose de passionnant que je suis en train de faire. Je ne ressens pas un poids ou une obligation pour le faire. C'est comme ça que j'ai su que c'était le métier que je devais faire.
savais qu'il fallait que je te fasse intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui veulent répondre Alors moi, je vais ajouter une chose. Oui, vas-y, Aïfa. Babel travaille jusqu'à 5 heures du matin. Moi, je me réveille parce qu'on travaille ensemble. Donc, jusqu'à 5 heures du matin, elle travaille. Donc, moi, à 5 heures, je lui ai écrit, elle est encore là à travailler. Donc, ça, c'est vraiment de la passion. Et je pense que c'est ça, quand on est passionné par son métier, on voit plus le temps qui passe. C'est pas un calvaire. Bah, toi, Iris, je travaille avec toi aussi. Et des fois, tu vois, je t'envoie des vidéos à 22 heures. J'ai besoin de ça dans 1 heure. C'est la passion. Il n'y a pas d'heure. Un salarié, quand il commence à 7h30, 8h, il termine à 17h30 et c'est bouclé. Quand tu es chef d'entreprise, c'est différent. Parce que là, tu dois être là disponible 24 heures sur 24. Là, ça fait une semaine, on fait des réunions à 20 heures. Chaque jour. 20 heures. Pourtant, des fois, à 20 heures, nous, on a des enfants, on veut être avec nos enfants, on a envie de décompresser. On a choisi un métier qui est très tech, qui est très technique et qui demande également, je vais dire, un don de soi. Super, merci beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Si aussi tu veux parler après, Laura. Et je voulais juste ajouter aussi que c'est vrai que tu as dit, Iris, comment est-ce que vous avez su que c'était ça, etc. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que Babel a commencé à 9 ans. Moi, je me suis pas vraiment posé la question tout de suite de est-ce que j'aime bien mon travail, hein. J'ai fait mes études, j'ai travaillé pendant quand même 10 ans. J'ai de 23. Ouais, bon, je vais pas dire forcément les âges. Mais j'ai travaillé longtemps et après j'ai testé, je suis tombée par hasard sur du coup des personnes qui ont témoigné et de là, ça a réveillé quelque chose en moi, un intérêt. Mais c'est pas tout de suite évident, c'est pas comme ça dépend des personnes mais c'est pas forcément un appel dès tout jeune, on peut aussi travailler, faire son expérience et après on sait faire le tri de ce qu'on aime moins. Donc faut pas se mettre non plus de pression, peut-être que ça arrivera. Et il faut être curieux aussi de son entourage, poser des questions aux personnes sur leur métier, quand on trouve qu'il y a un intérêt, interviewer, voilà. Oui, voilà, là c'était plus une vocation, effectivement une vocation de vie, hein, sûrement. Ouais. Et effectivement, la plupart du temps, ça peut venir, comme elle le dit, beaucoup plus tard. Donc par rapport à ça, ça dépend des personnes. Ouais. Pas de pression à se mettre, comme elle expliquait. Merci Sophie. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Vraiment, n'ayez pas peur. Bonsoir, je suis Valéria Métier, diplômée statisticienne et économiste. J'ai 2 questions. Déjà, pour la première, c'est concernant votre activité. Vous parlez de téléconsultation ou vous parlez de consultation en ligne. J'aimerais savoir si c'est une consultation avec une IA même, une IA qui est formée dans le domaine de la médecine ou c'est avec un docteur directement. Et ma deuxième question, c'est vous avez parlé de l'indignation des docteurs ou de la population. Vous ne pensez pas que cette indignation-là est due au fait de manque d'informations ou d'appliquer cette information? Si oui, comment vous faites pour vous cacher ou pour amortir cette asymétrie afin que cette consultation en ligne devienne comme un quotidien pour nous qui doit avoir la conférence? Oui, alors ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent, qu'on me pose beaucoup parce qu'il faut quand même avouer que en Côte d'Ivoire, pour parler que de la Côte d'Ivoire, il y a quand même une méfiance quand on parle du digital. Bien sûr. On sait qu'il y a eu les brouteurs, il y a les arnaques sur Internet. Donc, on perd beaucoup confiance quand il s'agit de tout ce qui se passe en ligne. Et encore plus quand on parle de santé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on va quand même parler d'aspects personnels de sa vie. Les données vont être stockées, etc. Donc, c'est une question qu'on a très souvent. Des fois, on m'a même demandé si c'était des vrais médecins, si c'était pas des charlatans, est-ce que c'est de l'IA. Donc, et tu as raison de poser ces questions-là parce qu'il y a un climat de confiance aussi à instaurer avant de pouvoir lancer des solutions telles quelles. Et on doit aussi prouver qu'on est aussi une start-up de confiance. Et nous, comment ça se passe? En tout cas, sur la plateforme Laoshelf, il y a 2 services. Il y a un service de chatbot. Donc là, c'est une intelligence artificielle à qui on peut poser des questions sur sa santé. Donc, c'est comme si tu parlais avec ChatGPT, par exemple, où tu poses des questions de santé. Cette IA, elle va pouvoir donner que des conseils au niveau de la santé. Par exemple, j'aimerais faire un régime, qu'est-ce que tu me recommandes? Ou je m'inquiète, j'ai pas mes règles depuis 5 jours. Bon, désolé les hommes, mais c'est ce genre de questions qu'on a. Et l'IA va te répondre de façon, on va dire, va te donner des premiers conseils.
mais zéro diagnostic. On va pas te prescrire un médicament, c'est vraiment soit pour te donner des conseils ou soit pour t'orienter vers le bon spécialiste. Et quand on parle vraiment de téléconsultation, c'est une consultation entre une personne et un médecin. Et là, on va pouvoir aller dans le détail. Le médecin va te poser des questions sur ta santé, il va poser un diagnostic, il va pouvoir te prescrire des analyses et te faire une ordonnance. Et tout ce qui se passe de façon officielle entre le patient et le médecin, là, c'est normé, c'est sécurisé et voilà. Oui, c'est comme si c'était généraliste, mais c'est juste que c'est en ligne, quoi. Exactement, c'est la même chose. Oui, ok. Et du coup, c'est une bonne transition avec ce que tu m'as demandé ensuite, donc de savoir les personnes qui étaient réticentes par rapport à la télémédecine, le fait qu'on puisse pas toucher les personnes, etc. Ça, c'est un très bon point parce que la télémédecine, ça va régler certains cas, mais il faut pas se mentir non plus. Ça ne veut pas tout faire par la télémédecine. Il y a des cas où on a besoin de toucher les patients, le médecin a besoin de poser un diagnostic, il doit pouvoir prendre le pouls, la respiration, etc. La télémédecine, c'est vraiment une solution de premier degré. Oui, par exemple, nous, souvent, qu'est-ce qu'on va avoir comme demande? C'est pour des palus, par exemple. Pour un paludisme, est-ce que quand vous allez chez le médecin, il a nécessairement besoin de vous toucher par rapport à votre expérience? Est-ce qu'il vous touche, il prend votre pouls, etc. Comment ça se passe? Il pose des questions. Voilà, est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que c'est plutôt la nuit? Et par rapport aux questions qu'il a demandées, il sait comment orienter son diagnostic. Peut-être à la rigueur, il va demander des analyses. Et ça ne va pas se passer pendant la consultation. Donc, c'est les cas vraiment de la vie de tous les jours, comme le paludisme. Ou sinon, ça va être des cas où on a un petit peu honte, par exemple, d'aller chez le médecin. Donc ça concerne un peu les femmes. Toutes les questions de contraception, la pilule, le stérilet. Les questions où on peut avoir un peu honte. Là-dessus, on en a beaucoup aussi. Et aussi beaucoup tout ce qui va être lié à la santé mentale. Là aussi, les personnes qui sont plus à l'aise de consulter en ligne. Donc la téléconsultation, ça va couvrir une partie des besoins. C'est vraiment le premier degré. Et quand il y a besoin de voir un spécialiste, on oriente bien sûr vers une consultation en présentiel. Voilà. Ça va, c'était clair? Oui, très. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'à un moment vous êtes senti submergé? Vous avez senti la pression, vous avez voulu tout arrêter? Tout arrêter, oui, ok. Ma deuxième question est destinée à Madame Babel. Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont fait douter, qui vous ont bloqué, ou que ça a toujours été fluide? Le moment où on est le plus submergé, oui. En fait, de par le métier que je fais, en fait, je suis sous pression tout le temps. Ça, c'est la première chose à dire. C'est que en Afrique, on n'en entend pas souvent parler, mais il y a autant de cyberattaques que dans le reste du monde. Et la plupart du temps, il faut parfois gérer 5-6 clients en même temps qui ont perdu, qui n'ont plus de serveur, qui n'ont plus... imaginez aujourd'hui, vous avez votre carte Diamo, vous allez retirer votre argent, elle ne fonctionne plus. Voilà. Et Diamo derrière n'a plus de serveur. Donc, faut lever en même temps. Il y a MTN qui ne fonctionne plus de l'autre côté. Il faut aller aussi sur gérer du côté de MTN. Donc, la pression, oui, on l'a. Enfin, personnellement, je vais répondre comme mon nom. On l'a quotidiennement, non seulement sur la mission elle-même, mais aussi sur le fait de rassurer les autres. Les clients en fait pour qui on intervient, et puis du fait que je sois chef d'entreprise, la pression est quotidienne, mais elle ne submerge pas sur une équation, sur une balance, elle n'est pas plus importante que le plaisir, par exemple, de créer une nouvelle innovation, de la déployer et de voir les utilisateurs l'apprécier, par exemple, ou lorsqu'on répond à un besoin et qu'on a réussi à résoudre la problématique d'un client et qu'on voit que la personne est satisfaite. Donc, c'est un équilibre, je dirais. Et pour répondre à la deuxième question, oui, des projets qui ont fait un flop, j'en ai plein. On va dire que du fait est que j'ai créé ma première boîte très vite. Je sortais de l'école. En fait, pendant que j'étais encore à l'école, j'ai orienté mon premier master pour comprendre le métier,
concrètement. Pour faire court, en fait, le groupe que j'ai créé, donc Hiero, on est spécialisé et dans la cybersécurité et dans l'IA appliquée métier. Ça veut dire que les intelligences artificielles qu'on sort sont destinées à des métiers spécifiques. La première est destinée, par exemple, à la linguistique africaine. On va être en capacité de traduire d'une langue à l'autre. Ça veut dire qu'on peut traduire du Djoula vers du Yoruba sans passer par le français. On n'a pas besoin du vocabulaire du français pour pouvoir faire cette traduction-là. Et on l'a fait en moins de 2 heures. Maximum 48 heures sur des documents juridiques, type décret, contrat du tribunal, tout ce qui va être visa, etc. Donc, ça, c'était la première start-up que j'avais lancée à ce moment-là. Et on a évidemment l'IA Jabari qui, elle, va, depuis l'extérieur, voir ce qui se passe dans une entreprise ou dans un gouvernement. Simplement, en arrivant, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai déployé l'outil. Et en déployant l'outil, j'ai pu voir que 80% des entreprises en Côte d'Ivoire ont un problème de cybersécurité. Ça, c'est la deuxième IA, c'est ce qu'elle fait. Et quand on est sur ce type de projet, c'est génial parce que ça, en termes d'innovation, c'est très en avant. Par contre, l'acquisition et l'acceptation marché est 2 fois plus longue. Pour la première startup, j'ai mis 8 ans à la faire accepter. Donc, c'est pour ça que je dis que parler de flop, j'en ai fait énormément. Mais je suis beaucoup tombée. Mais le fait est qu'il ne faut pas rester au sol. On peut tomber, mais il faut savoir se relever. Voilà. Donc, avoir beaucoup de résilience dans l'innovation. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question ou pas. On va laisser Eora s'exprimer sur les blocages aussi. Que tu as pu... voilà. Alors, c'est pas blocage qu'elle a demandé, c'est est-ce que tu as connu une période où vraiment c'est tellement difficile que tu voulais tout abandonner, tout lâcher Tellement de choses dans les études, il y a tellement de choses à prendre en compte. Mais le truc qui m'a le plus, on va dire, tué, c'est un peu plus personnel. C'était la perte de mon papa, par exemple. Parce que avec lui, j'ai pas pu lui parler de toutes les initiatives que je faisais, de tout ce que je faisais comme activité. Et lorsqu'il est décédé, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment passé de temps avec mon papa, par exemple. Donc, à cette période, je voulais tout arrêter. Je me disais que ceux pour qui tu te tues à faire tout ça, maintenant qu'il est décédé, ça sert à rien, en fait. Mais après, je me suis relevée parce que même qu'il soit ici ou pas ici, je dois le rendre fier. Donc, c'est un peu ça. Avec la vie professionnelle. Ah oui, bah vas-y, bah tu pouvais toutes les deux répondre en fait. Hein. Oui. Décidément, hein, c'est. Alors, en fait, je n'ai pas mis de barrière entre les deux. C'est que j'ai eu la chance, on va dire, de choisir le bon partenaire de vie. Voilà. Et surtout, mon fils est connu. Hein, je crois que c'est le bébé. C'est le bébé tech par excellence. Donc, bon, là, je l'ai pas avec moi parce que son père le garde, mais la plupart du temps, je travaille simplement avec mes enfants. J'ai pris aussi l'habitude de travailler avec mes enfants. Vous savez, comme ça a commencé à l'université. Je passais en fait mes partiels, mes derniers examens. Ma fille aînée était au premier rang. J'étais dans l'amphi en train de travailler avec elle. Voilà. Parce que je ne voulais pas que mes enfants soient un frein. Donc, je voulais pas en tout cas utiliser ça comme un prétexte de frein. Je pars du principe que si on se donne les moyens, les enfants sont un moteur. Donc, ma vie de famille, généralement, j'ai mon conjoint qui n'est pas du tout dans le même domaine. Il est docteur en droit, mais docteur en droit numérique. Donc, il travaille la nuit, comme moi. Donc, j'arrive à lier parce que j'ai ce soutien-là et surtout que dans la communauté, généralement tech, ils ne font pas vraiment un focus. Le fait est qu'il y a un enfant dans la pièce avec eux, ça change pas grand-chose. Quand je suis allée sur un salon international au mois de juin. J'avais le bébé avec moi et puis le bébé était porté par tout le monde dans le forum. C'était la mascotte, voilà. Y compris quand je suis intervenue à WeCode comme mentor, j'avais le bébé avec moi. Tout le monde connaît le
le bébé hacker, quoi. Donc, outre une bonne gestion de temps, il faut avoir un bon partenaire de vie. Il faut bien choisir votre partenaire de vie. Ah, ça, je sais pas le contraire. Aïfa, vas-y. Ouais. Partenaire de vie. Ouais. Moi, j'ai un fils de 6 ans. Et c'est pareil, des fois, je suis pas là pour l'histoire du soir, je suis pas là pour le dîner. Mais c'est pas grave. Pourtant, je suis déléguée de sa classe. Des fois, j'ai des journées à rallonge, on se voit pas. Mais ça n'empêche pas que quand je peux, on ira sur des événements, des Abidjanais Intech. Et donc, à chaque fois que je sors, il va me dire, ah, donc tu pars chez les Abidjanais Intech. On leur apprend ça. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein, il ne faut pas que ça soit une excuse comme quoi la maternité, c'est un frein à la carrière. Moi, j'ai vu à Babel enceinte, on était ensemble sur la stratégie nationale sur l'IA en Côte d'Ivoire, et tu étais, je crois, 8 mois, 9 mois. Elle était enceinte, elle était là. Donc, c'est pas un frein. Il faut se dire que quand on choisit le bon partenaire et qu'on a le bon entourage, et des fois, si on n'arrive pas à aller très loin dans sa carrière, c'est l'entourage. Bon. On arrive à la fin des questions. Bon, allez, le dernier. Vas-y. Ce sera la dernière. Question. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à la téléconsultation médicale, vu qu'on parle de données médicales, ce sont des données très sensibles. Comment peut-on protéger au mieux ces données? Là, je me dis également que la fréquence est là pour que les personnes puissent utiliser ça. Ça tombe bien parce que au niveau de la législation en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est prévu de maintenir. Normalement, les données d'une telle sensibilité doivent rester locales. Ça veut dire que il convient d'éviter en fait tout ce qui est plateforme que j'aime utiliser, type AWS, Azure, etc., qui sont des clouds. Bon, certes, qui peuvent être privatisés, mais les données restent en fait américaines. Donc, il y a des dispositifs qui sont mis en place en fait pour avoir ces données-là en local. Type, on a des data centers en Côte d'Ivoire. C'est pas connu, mais ça existe. On a des data centers en Côte d'Ivoire. On en a au niveau du VTIP, par exemple, qui peuvent être utilisés pour mettre ces données-là en local. Et évidemment, ça va dépendre du type de données, parce que quand ça touche à des pathologies, ou ça va toucher à l'état de santé, à des dossiers, là, il faut maintenir ça en fait à l'échelle locale, tout simplement. Voilà. Donc, parce que vous avez parlé législation. Si vous aviez parlé d'autre chose, on peut débattre de ça après. Super. Merci Babel. Donc on va clôturer la session. Merci à tous pour votre participation. Vraiment, c'était très plaisant. Enfin, je pense qu'à travers vos questions, on a vu à quel point vous avez bien compris les parcours de chacune et que c'était vraiment un sujet qui vous intéressait. Nous, je pense que le plaisir est partagé. Vraiment, c'était moi, je suis contente. Je trouve que cette soirée est une réussite. Merci à chacune pour les différents partages. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir continuer à échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les différents profils. Je vais redire les noms. Donc nous avons Aïfa Daoud, qui est fondatrice de Loki et que vous pouvez retrouver aussi sur LinkedIn. Babel, il faut pas que je me trompe. Babel Balsomi, hacker éthique et fondatrice de Hiero Digital, que vous pouvez aussi retrouver sur ce réseau. Nous avons Sophie Tal, Growth Manager chez La Ruche Health, que vous pouvez retrouver. Et enfin, Gisèle Eoura, présidente de Girl Up Côte d'Ivoire. Voilà. Et voilà. Sûrement à bientôt pour un nouvel événement et bonne soirée à tous. Bonne soirée.